On va affronter le sud-ouest de l'Australie. Voilà, ces forêts d'eucalyptus, son bushland, ces trombolites, ces petits animaux, évidemment, ces cacatoès, ces banksia, ces eremophila, et tutti quanti. Risque-toi, risque-moi, c'est un long voyage, c'est un beau paysage, embarque-toi, aime-moi, c'est une aventure, un amour qui perdure, mise-moi, risque-toi, va, c'est une autre étude, une autre latitude, emmène-moi, livre-toi là. C'est un au revoir, c'est un nouveau départ, risque-toi, risque-moi. Bon, il y a quand même cette vision folle des stromatolites. Quand même, enfin, pas les, là, c'était pas des stromatolites. C'était les trombolites qui apparemment, enfin, il faudra que je me documente un petit peu mieux, mais les stromatolites fonctionneraient surtout à partir de cyanobactéries qui, grâce à leur mucus, piègent les particules en suspension dans l'eau, alors qu'il semble que les trombolites sont en fait le résultat de la photosynthèse, avec les réactions, enfin un peu comme ce qui se passe dans les grottes, etc., de dissolution et reprécipitation de carbonate de calcium, qui en fait, via la photosynthèse, réexcrète le calcium sous forme de carbonate solide, et crée ces roches qui sont beaucoup plus granuleuses en coupe que les stromatolites, qui sont beaucoup plus réguliers en couche, puisque c'est des mucilages qui régulièrement repiègent les particules dans l'eau, alors que là c'est une activité beaucoup plus intime des plantes. Enfin, c'est assez extraordinaire de se retrouver face aux premières traces de vie qui auraient à peu près 3,3 milliards d'années, et que si on est là aujourd'hui, c'est tout ce qui vit aujourd'hui, les plantes supérieures, les animaux, enfin tout le monde, et là aujourd'hui, c'est parce que depuis 3 milliards d'années, ces stromatolites, sûrement que pendant à peu près 2 milliards d'années, il n'y a eu guère que ces formes de vie sur Terre, entre 3 ou 3,5 milliards d'années, voire un peu plus aussi. Nous sommes dans ces forêts de l'extrême sud-ouest de l'Australie, dans le territoire de Western Australia, et donc dans ces forêts dominées par les eucalyptus, par plusieurs espèces, mais avec évidemment l'eucalyptus diversicolore, le fameux Kari. On est dans ces forêts de Kari, mais là c'est une forêt claire encore, puisqu'il pleut beaucoup, mais moins que dans les zones où on va aller plus tard. Alors on a vraiment un mélange de flore xérophytique et de flore plus hygrophile. Alors dans les éléments plus hygrophiles, on voit des sous-bois de Podocarpus. Dans les éléments xérophytiques, évidemment, il y a les fameux black boys, les xanthorea. Beaucoup de protéacées, les banksia sont là, évidemment, avec les restes de fruits ici. Là, j'en vois une superbe inflorescence. Alors, ces forêts-là sont caractérisées par le passage des feux. Il suffit de voir les troncs des eucalyptus entièrement noircis ou les troncs des black boys. Et puis, ce qui est intéressant dans le sous-bois, c'est ces macrosamia. Là, ça doit être Macrosamia ridlei.
C'est intéressant parce que je n'ai jamais vu autant de cicadacées dans tous les milieux dans un endroit donné. C'est-à-dire qu'on admet souvent que les cicadacées se retrouvent toujours sous forme de quelques individus dans des endroits extrêmement difficiles. Et comme c'est un groupe très ancien, très primitif, on admet qu'ils ne survivent que dans des endroits où les autres plantes ne pousseraient pas. Et bien ici, on est en contre-exemple total, c'est-à-dire que les macrozamias, on les trouve partout. On les trouve en plein soleil sur les bords des routes en guise de mauvaises herbes. On les trouve en sous-bois absolument non perturbés. On les trouve à des stades jeunes, à des stades adultes. On les trouve absolument partout, que la forêt soit très sombre, donc en sous-bois sombre ou en sous-bois clair. Donc c'est presque une mauvaise herbe. Donc quand on dit que les cicadales survivent parce qu'en fait elles ne sont pas adaptées au changement d'environnement, c'est totalement faux. Et donc, on voit qu'un groupe peut être très très ancien et pourtant être extrêmement compétitif avec les autres plantes. Donc, c'est vraiment une révélation de voir ces cicadales, donc les macrozamias, où il y a beaucoup d'espèces avec des endémismes souvent très restreints. C'est un genre qui est strictement australien. Alors, bien sûr, il y a tous les acacias aussi, et les papillonacées. Les papillonacées pullulent sous forme de minuscules herbes, où là, comme dans ce cas-là, un grand arbuste avec ses fleurs jaunes. Je ne sais pas quel est le genre. Il y a des Diluinia, évidemment, des Pultenea. Il y a dans les lianes qui grimpent, il y a des Ardenbergia violets, il y a des Kennedia rouges. Enfin, il y a une diversité dans les papillonacées étonnante avec beaucoup de fleurs qui sont rouges et oranges à la fois. Donc, un très très beau contraste de couleurs. Bien sûr, aussi toutes les petites familles comme les Stylidiacées, etc. Les orchidées sont déjà un peu fanées en cette saison. Là, je vois des petites fleurs roses, les Boronia dans les rutacées. Tous ces arbustes à fleurs jaunes, là, les Ibercia, beaucoup d'Ibercia. Dans les Dileniacées, dans les forêts tropicales sont ou des lianes ou des grands arbres, ou parfois quelques arbustes. Mais ici, énormément d'arbustes dans tous les milieux, là, de ces Ibercia. On voit, ah bah oui, là, l'Agonis flexuosa, une myrtacée, puisque les myrtacées, évidemment, pullulent en dehors des eucalyptus, des 600 espèces d'eucalyptus d'Australie. Il y a énormément d'autres myrtacées, donc les Kunzea, tous les leptospermum, tous les innombrables Melaleuca, avec leurs superbes petites boules d'étamine. Et Agonis flexuosa est vraiment un arbre qui ressemble à un saule pleureur et qu'on retrouve dans tous les milieux, depuis les milieux les plus pauvres jusqu'à la forêt, qui est en tout à fait bon état. Voilà, donc un milieu extrêmement riche, le sous-bois extrêmement coloré dans toutes ces forêts-là. Donc quand on pense que certaines forêts sont pauvres à cause du climat, là on n'est pas du tout dans cet exemple-là. On voit donc que le niveau de biodiversité est extrêmement élevé dans ces forêts où le feu passe régulièrement. On le voit donc avec les troncs entièrement noircis des Black Boy, des Xanthorea. On le voit avec les fruits des Banksia qui s'ouvrent au passage du feu pour libérer les graines. Là, en attendant, en ce printemps, on voit une superbe inflorescence. Donc, le feu fait vraiment partie de la dynamique de ces forêts, de la biologie, puisque on sait que le passage du feu est nécessaire pour ouvrir les fruits de nombreuses myrtacées et protéacées. Et également, on sait que certaines molécules dans la fumée permettent la germination des graines qui sont tombées au sol. Donc on voit que le feu, en aucun cas, n'empêche le niveau élevé de biodiversité. Alors bien sûr, après, il s'agit que le feu soit évidemment géré et ne pas laisser n'importe quelle zone brûlée. Et en plus, bon, on sait que ce qui s'est passé, par exemple, tout récemment dans les environs de Sydney est absolument catastrophique parce que c'est des beaucoup trop grandes surfaces qui ont brûlé. Pourquoi? Parce que souvent, les forêts ont été perturbées. Quand on est face à des forêts non perturbées, le feu atteint certaines zones, mais après est stoppé automatiquement par des zones plus denses de forêt. Quand c'est perturbé, le feu peut passer partout. Donc voilà, il y a le feu est nécessaire, mais il ne doit pas être trop présent. Et malheureusement, les effets de la déforestation entraînent souvent un passage trop important du feu. Mais là, dans cette zone protégée, on voit vraiment toute cette richesse et on ne se lasse jamais de voir ces Xanthorea, ces Black Boy, dont il y a plusieurs espèces. Celui-là a un tronc, il y en a d'autres qui restent au sol. Et puis les macrozamias, partout, partout, partout. On ne s'en lasse pas.
pas. C'est extraordinaire. Oui, colonne d'étamine. C'est très très étonnant. 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 Intrigué là. Ben oui, les feuilles sont gainantes, tout ça. Je pense à Ombellifère, hein, le groupe des Dracophyllum, mais on ne peut pas exclure une monocote. Même la structure de l'inflorescence peut faire aussi bien structure d'ombellifère hein, que de. Il y a certaines monocotes, quand on pense à certaines Eriocolacées, qui ont des inflorescences qui peuvent avoir cette allure-là. Ah, oui. Ou même des turnias. Turnia, exactement, par exemple, ce type d'inflorescence. C'est une matière folle. La plante la plus étonnante d'ici, c'est quoi? Oh, il y a beaucoup de choses. Ah ben, quelque chose qui m'intrigue, je sais pas, c'est un bambou. Je sais pas. Montre-le-moi. Oui, on va y aller. Ah non, il y a les fleurs là, c'est tout à fait autre chose. Il y a... Non, c'est une dicotylédone, il y a les petites fleurs. Symétrie 5. Je sais pas tout ce que ça peut être. Voilà, avec son allure de black boy, de Xanthorea. Ce n'est pas un Xanthorea, c'est un Kingia. Donc une seule espèce et qui est de la même famille, hein, enfin bon, souvent mis dans Dasypogonacées, mais en gros c'est la même chose que les Xanthoreacées, mais la florescence n'a rien à voir. On voit donc la structure des fleurs est comparable, mais les structures des inflorescences, on voit c'est de nombreux axes latéraux, donc là c'est les inflorescences axillaires, alors que dans le cas des Black Boy, on a un grand épi terminal de fleurs très denses. T'es tout content là. Oui, j'ai aperçu là, sur le bord de la route quelque chose de très, très fou au point de vue couleur. Je pense à une papillonacée a priori, mais il va falloir voir. Ouh là 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 là. Ouh. Ouh là 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 là. Ça, C'est une papillonacée effectivement. c'est une papillonacée effectivement, mais là on peut dire que les dieux sont passés par là. Extraordinaire. Je sais pas quel genre c'est, peut-être Templetonia, je sais pas, j'enlève les vieilles feuilles abîmées pour la photo. Splendide, une merveille en sous-bois de forêt claire. Il y en a d'autres d'ailleurs, je vois de l'autre côté, moins spectaculaire. Oui, mais là, oui, c'est un des arbustes là du sous-bois. Au milieu de l'Epacridacée folle, hein, l'Epacridacée qui ressemble à un bambou là. Et donc partout, alors, les papillonacées sont omniprésentes, voilà, côte à côte. Cette petite, je rechercherai les noms après, voilà, avec les fleurs jaunes et oranges, superbe aussi. Hein, voilà, celle-là, peut-être un Templetonia, il faut que je voie. Voilà, cette Epacridacée, donc une famille proche des Ericacées, mais qui est de l'hémisphère sud. Et donc superbe, avec les étages de disques
de feuilles superposées avec les cataphiles qui séparent et les petites inflorescences axillaires aux aisselles des feuilles. Donc une superbe architecture, elle repart de la base, comme beaucoup de ces plantes, il y a toujours cette tendance à résister au feu, donc à avoir des zones souterraines, plus ou moins des lignotubères ou d'autres structures plus simples qui supportent le passage du feu et donc ça lui permet de rejeter, mais vraiment une très très belle architecture. Les nervures des feuilles sont splendides, très bien marquées. L'autre sur mon crâne. J'aimerais pas. Hein. C'est lequel sur mon crâne? Oh, ils sont délicats. Oui, c'est incroyable, ils abîment absolument pas. Ils restent là, sur ton épaule. Voilà, toutes les fleurs colorées de l'Australie sont pollinisées par toutes ces incroyables psittacidés. Et oui, et oui. Qu'est-ce qu'il est beau, lui, regarde un peu les couleurs qu'il a. Putain, t'as vu un peu la merveille? Ah oui, il est superbe, lui. Le paysage grandiose. Hein. Oh là là, c'est superbe, là, regarde. On a l'impression qu'on survole un paysage d'avion. La structure fibreuse de l'écorce qui rappelle tout à fait l'écorce des redwoods, des séquoias, les fameux. Et c'est pareil, c'est pour les mêmes adaptations pour résister au feu. Donc, puisque ça fait un coussin d'air donc qui isole des hautes températures les parties vivantes du cambium. Quand on voit les branches qui zigzaguent là comme des serpents, ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire qu'il y a eu des traumatismes récurrents et que seuls certains axes sont repartis sur le côté. Et voilà, on voit même certaines... dans certains cas, il y a deux branches qui repartent. Parfois, tout se casse et des petits rejets
redémarrent et peuvent recréer carrément des grands axes. Enfin, donc on est sur une adaptabilité totale de la plante face aux contraintes de l'environnement qui sont principalement évidemment les feux qui passent régulièrement et qui créent des traumatismes. Évidemment, quand il y a un feu, il y a arrêt d'absorption de montée de la sève, il y a des quantités de traumatismes évidemment liés à cela, dans l'absorption racinaire, etc. Et même dans le fait que les feuilles sont brûlées. Donc face à ces traumatismes qui entraînent des chutes de grosses branches, il y a des possibilités de régénération qui sont vraiment extrêmement surprenantes. Nous sommes ici à l'extrême sud-ouest de l'Australie, près de Walrup, et donc dans une zone où il pleut relativement pas mal pour l'Australie, c'est-à-dire qu'il tombe à peu près 1200 mm par an, donc c'est une des zones les plus humides du sud-ouest de l'Australie. Et c'est là où on retrouve des forêts relictuelles d'eucalyptus de plusieurs espèces, le fameux Kari, Eucalyptus diversicolore, et surtout ici l'Eucalyptus jacksoni, qui est le red tingle, comme il l'appelle ici. Alors là, on est dans la canopée, on est à 40 mètres au-dessus du sol, sur une très solide passerelle, admirablement construite depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc essentiellement au milieu des eucalyptus jacksoni. Et là, on peut voir à quel point ces eucalyptus sont capables de se régénérer après tous les accidents. Les accidents, ça peut être simplement des sécheresses inhabituelles. Il ne faut pas oublier quand même que ces eucalyptus étaient habitués à des précipitations beaucoup plus importantes il y a encore ne serait-ce que quelques dizaines de milliers d'années. Même lors des fluctuations climatiques du Quaternaire, ils ont eu sans arrêt plus de pluie, moins de pluie, et donc ce sont des espèces qui à l'origine étaient quand même habituées à avoir plus de précipitations. Bien sûr, ils sont très bien adaptés à la résistance à la sécheresse et au passage des feux, puisque leur écorce, on les appelle red tingle, puisque leur écorce se desquame et est extrêmement épaisse, exactement comme ce qu'on peut voir sur les séquoias de Californie qui également subissent le passage du feu. Donc on voit que lors de saisons extrêmement sèches ou lors de passages de feu extrêmement violents, comme il y a eu dans les années 30, dans les années 50 par exemple, beaucoup de branches meurent, en particulier les branches sommitales, mais peu importe, ils régénèrent absolument à tous les niveaux. C'est ça qui est remarquable chez ces eucalyptus. Autant la plupart des arbres, lorsque toutes les zones sommitales sont tuées, et même non seulement sommitales, mais jusqu'à 2/3 de la couronne sont éliminés, souvent les rejets sont des petits rejets qui ont peu d'avenir, mais là, en fait, ils sont capables de reconstruire complètement des cimes à la même hauteur ou en dessous, peu importe. Donc ils sont capables de régresser parfaitement et de remonter après. Et alors là, ce qui est admirable quand on est dans la canopée, on voit très bien comment fonctionnent ces couronnes, puisque finalement, voilà, on est là à 42-43 mètres de hauteur, et là on voit très bien que toutes les dernières pousses, évidemment, comportent quantité de rameaux différents. Chaque année, lors de la croissance, on a 3 ou 4 rameaux qui se développent. On voit l'année précédente avec les 5, 6, 7 branches. Donc on a tout un faisceau de branches. Et puis plus on descend, là on voit donc qu'il y en a peut-être une 7 ou 8 ensemble. Là, tout d'un coup, à ce niveau-là, on voit qu'on n'en a plus que 3. Et puis plus on descend, plus on passe à des tendances, à des bifurcations successives. Et quand on regarde finalement comment sont ces couronnes de tous ces grands arbres, non seulement de ces eucalyptus, mais de tous les grands arbres de la forêt tropicale, on voit qu'on est sur des bifurcations successives. On le voit très bien sur cet eucalyptus, où on voit au début quantité de branches, et puis plus on descend le long du tronc, plus on passe à 2. Donc c'est clair que d'un point de vue biomécanique, le fait de passer de nombreux rameaux à des bifurcations à peu près égales
offre un équilibre biomécanique qui est absolument parfait pour les branches maîtresses. Bien sûr, après, au niveau du tronc, on a encore un tronc principal qui subsiste, mais après, dans les hauteurs, ici, elles sont très traumatisées, montant également à des bifurcations. Mais en tout cas, sur les branches maîtresses, c'est extrêmement spectaculaire partout d'arriver à ça. Donc, on a des nécroses progressives. Donc, en fait, la couronne se construit en partant de la périphérie avec des multiples rameaux, puis elle se construit de façon descendante, c'est-à-dire que toutes les petites branches qui sont plus à l'ombre, celle-ci par exemple a déjà beaucoup moins de feuilles, elle va disparaître. On voit à l'intérieur, ces petites-là, ça y est, elles ont perdu presque toutes leurs feuilles, elles vont disparaître, celles-là aussi. Donc, il ne reste, voilà, très peu de feuilles restent sur ces petits rameaux. Donc, progressivement, celui-là a déjà tout perdu. Ça y est, il a 3 feuilles au bout. Donc, tous ceux qui se trouvent surcimés par les autres rameaux plus grands vont disparaître et ainsi la couronne se construit comme ça, progressivement, par chute des éléments les plus ombrés et c'est comme ça que finalement toutes ces cimètres se construisent les unes par rapport aux autres. Elles ne sont pas du tout, comme on pourrait le croire, distantes de la même façon les unes par rapport aux autres. Certaines sont extrêmement proches, donc d'autres sont extrêmement éloignées. Voilà donc un peu comment je crois comprendre la façon dont se construisent les couronnes d'arbres dans la canopée, comme j'ai pu l'observer de nombreuses fois sur le radeau des cimes par exemple. Voilà. La 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 la. Alors nous sommes dans le petit massif du Porongorup, qu'il vaut mieux d'ailleurs prononcer Prongrup, puisque c'est un nom aborigène. Et c'est un endroit tout à fait remarquable. Je suis sur un affleurement rocheux. Et ces roches, en fait, ce sont des granites, mais c'est, semble-t-il, les plus vieilles roches que l'on puisse voir sur Terre, émergeant de cette façon-là, puisque ce sont des granites archéens, donc précambriens, qui dateraient de 1,2 milliard d'années. Donc, ce sont bien avant que toutes les formes évoluées de vie sorties de l'eau soient apparues sur Terre, hein, bien évidemment. Donc, ces granites sont exceptionnels puisqu'il y a très peu de roches aussi anciennes, tout simplement parce que généralement avec tous les mouvements des plaques tectoniques, les roches sont réenfouies en profondeur et métamorphisées à nouveau sous les très hautes températures et les très hautes pressions. Donc ce qui est remarquable dans le cas de ces granites, c'est qu'ils sont restés toujours suffisamment en surface et protégés par des roches qui ont été érodées progressivement. Eux, bien sûr, ont également été érodés. On voit toutes ces formes extrêmement arrondies qui proviennent justement de l'érosion, mais il en persiste encore d'énormes blocs. L'érosion est loin d'être finie. Et on remarque, ça me rappelle d'ailleurs nettement, par exemple, les blocs rocheux granitiques également, que l'on voit à la station de recherche des Nouragues en Guyane, qui sont également des granites extrêmement anciens. Donc, on voit qu'il y a des poches entièrement couvertes de mousse, donc l'eau s'accumule lors de la saison des pluies, c'est-à-dire en hiver et au printemps.
Et on voit une chose qui est assez amusante, c'est que dans les endroits un peu plus secs, sur les mousses un peu plus sèches, s'installent des plantes qu'on a l'habitude de voir plutôt en bord de mer. Je pense à ce pélargonium, par exemple, qui est ici, ou alors tous ces tapis immenses de griffes de sorcières, de Carpobrotus, qui recouvrent complètement la dalle. Donc, on retrouve, du fait que c'est très exposé au vent, à la lumière, on retrouve donc des plantes de bord de mer, plutôt comme ces plantes composées aussi, et puis quelques plantes un peu envahissantes comme les petits mourons orange et bleu. On voit également des choses remarquables, je pense par exemple à ce petit solia, oui, une Pittospora naissante, un solia. Il y a tous ces massifs d'arbustes qui ressemblent à des genêts et qui sont effectivement des papillonacées, pas des genêts, mais des papillonacées australiennes, je ne sais pas quel genre, il y en a tellement, peut-être en Ilwinia ou quelque chose de proche. Et on voit également des eucalyptus qui germent, qui sont là, on en voit, qui ont 2 mètres, 3 mètres de hauteur. Mais alors ce qui se passe en fait dans ce milieu, c'est que c'est extrêmement dynamique. Il y a les feux qui passent, il y a eu un énorme incendie il y a 5 ans, en 2006, un incendie qui a ravagé 90% de la forêt de ce parc. Donc évidemment, ces végétations pionnières qui s'installent repartent souvent à zéro, ou parce qu'il y a une sécheresse très forte, ou parce que la sécheresse s'accompagne de feu. Mais également, évidemment, certains glissements de terrain, lorsque, comme ici par exemple, on voit que le tapis végétal s'installe sur une roche très pentue, une partie très pentue du granit, des pans entiers peuvent être enlevés. Donc on est sur des végétations qui se renouvellent sans arrêt, toujours revenir au stade pionnier. Donc les mousses, on voit peu d'algues bleues, contrairement à ce qui se passe par exemple au Nourag où il y a un tapis d'algues bleues. Là on voit pas d'algues bleues, on voit des lichens, on voit les mousses, et dans ces mousses s'installent, les premières qui s'installent là, une petite plante qui ressemblerait à un sédum, mais je pense pas que c'en soit, le Carpobrotus, donc la griffe de sorcière, et après donc des plantes plus grandes comme cette très belle liliacée à fleurs bleues intenses. Mais donc voilà, donc c'est quand même très très émouvant. Là je suis assis sur les plus vieilles roches de la Terre, 1,2 milliard d'années, et voilà, donc avant que toutes les formes de vie sorties de l'eau soient apparues. C'est quand même très très émouvant de voir qu'on était à l'aube de la vie, puisqu'on sait que la photosynthèse avait commencé bien avant, il y a à peu près 3 milliards d'années, mais il n'empêche qu'aucune forme de vie était vraiment sortie de l'eau à l'époque. Et voilà, et donc les roches du début des traces de vie sur Terre. Puis il y a Plataniflora, Glossy, tu le mets Taïwan, tu le mets Glossy Taïwan. Hein? Plataniflora, on voit pas ce qu'il a de fleurs de platane, mais bon, c'est Plataniflora quand même. Je l'avais appelé Glossy, mais tu le mets Glossy Taïwan, il comprendra 20. Risque-toi, risque-moi. C'est un long voyage, c'est un beau paysage. Risque-toi, risque-moi. C'est un long voyage, c'est un beau paysage. Risque-toi. Risque-toi, risque-moi. Risque-toi, risque-moi. Attends, c'est vraiment une fougère. C'est incroyable, Ah ouais, non, mais c'est fou. feuilles jeunes. Une fougère, mais ce n'est pas une fougère. Je l'avais même pas vu là. On voit très bien la tige qui part du sol. On voit bien les tiges, on voit bien que c'est pas une fougère.
Bah oui. Cône de Banksia. Porté par les tiges là. On voit bien la tige qui porte. Ah oui, bien sûr. Avec les lunettes dans ce milieu-là, je peux te dire. Ça commence à en faire un nombre d'espèces qu'on voit finalement. Hein. Ah ouais, elle est différente, quoi, complètement. Ouais. C'est vrai qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'espèces de Eucalyptus. Tout à l'heure on en voyait 3. C'est encore visiblement une autre protéacée avec des feuilles de forme très variables, tantôt très longues. On peut pas dire, c'est pas dans la forêt que ça se passe en Australie, hein, les choses incroyables. Ah oui. C'est plutôt dans les milieux sableux. Dans les milieux, plus le sol est pauvre, plus c'est riche. Et plus les formes sont étonnantes, que ce soit les petits Banksia rampants, que ce soit ces Akea complètement fous, toutes les petites myrtacées comme celle-là qui est cuite. Les Kingia qu'on retrouve là. Ce sont un petit Melaleuca. Ouais. C'est Driandra de Stirling, ça c'est l'endémique d'ici celui-là. Je pense que c'est lui. On voit des chenilles.
papillonacée, ça? Oui, oui, avec 3 bractées qui entourent la petite inflorescence. On voit bien la petite fleur de papillonacée. Ah oui, effectivement. C'est super. On parle toujours protéacées, myrtacées quand on pense à l'Australie, mais enfin les papillonacées sont omniprésentes sous des formes incroyablement diversifiées, dans tous les milieux. Sous-bois le plus sombre, milieu le plus aride, sur les sables, partout. Les fameuses laurentacées parasites, ces guis d'Australie dont les feuilles ont la même forme que les feuilles d'eucalyptus, et même au-delà de ça, chaque couronne de ce parasite mime tout à fait une cimette d'eucalyptus. Donc à part là, en cette saison, la couleur un peu plus rouge des feuilles du gui, autrement l'ondulation dans le vent est la même, enfin la similitude est étonnante entre le parasite et son hôte. Les Macrorhizamia ridley à perte de vue. Ah, c'est extraordinaire. En sous-bois, le feu passe, ils s'en fichent, ils sont pionniers, ils peuvent rester en sous-bois, ils sont impossibles à voir disparaître. Le feu ne les détruit pas, mais vraiment ils ont des cônes, donc tout fonctionne. Ah, c'est magnifique, quoi. Voilà. Superbe, superbe. Bon, je m'en vais. Voilà, donc ça devrait bien se passer. Donc simplement, la seule inquiétude c'est pour le plan. Tu vois, quand moi je scanne moi-même les plans, je sais la qualité qu'ils ont. Là simplement, je l'ai donné à l'hôtel. Tu vois, j'ai fini ce matin entre 5 h du matin et 10 h du matin parce que je voulais que tu l'aies avant de partir. Là, il est 6 h du soir. Il est 6 h du soir. Voilà. Tu vois, il y a 10 heures d'écart, tu vois. Quando più fitta l'oscurità scende sulla città, lucciole ansiose di libertà, noi lasciamo i bassi fondi. Senza una meta ci incamminiamo e sotto ad un lampione, quando la ronda non incontriamo, cantiamo la canzone. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave d'un mondo brutale. Noi siamo i fiori del male. Se il nostro cuore vuol piangere, noi pur dobbiamo sorridere.
marciapiede finché la luce